Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette clôture de cette semaine Oser l'entreprise qui a ponctué des temps d'échange auxquels certains d'entre vous ont peut-être participé et qui a alterné également avec ce crash test qui, je l'espère, a apporté tous les éléments aux participants. Je sais que nos partenaires ont été particulièrement motivés et je les remercie encore une fois de leur présence et de leur engagement. Nous avons donc alterné sur cette semaine tout ce qui était business plan, financer sa création d'entreprise, la protection sociale, bien évidemment, la protection industrielle aussi, qui est un sujet sur lequel vous revenez régulièrement nous questionner au sein de cette chambre de commerce et d'industrie, la notion de vente sur le web, et c'est aussi un sujet que l'on va aborder avec nos invités tout à l'heure, et puis l'entrepreneuriat en micro-entreprise qui reste un sujet majeur dans le cadre de la création d'entreprises. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire partager des succès, mais aussi des succès, des parcours qui ont pu être parfois ponctués de difficultés. On va l'évoquer avec nos intervenants. Nous avons autour de ces tables Géraud Guagou de Ambiance Volcanique, Clément Banet à ma gauche de l'agence digitale au cockpit et Charles Marginier de Anna Veladia. L'objectif, c'est vraiment de vous faire partager leur parcours, de les faire témoigner, de raconter ce qu'ils ont pu vivre, comment ils ont surmonté les difficultés, comment ils se sont appropriés des nouvelles méthodes de travail et quelles sont les rencontres, les moments de partage, les effets leviers qu'ils ont pu avoir pour atteindre le point où ils en sont aujourd'hui. Alors, je vais commencer déjà, Géraud, avec vous. Donc, vous avez créé tout récemment, puisque c'était en mai de cette année 2021, et vous avez été accompagné par notre chambre de commerce et d'industrie. Votre activité, c'est commerce de détail avec la mise en valeur de produits auvergnats que sont les vins, les charcuteries et les fromages. Alors, je vais d'abord vous laisser vous présenter, si vous voulez bien. Eh bien, déjà bonjour. Alors oui, c'est vrai, on s'est lancé, enfin en tout cas je me suis lancé cet été, le 6 juillet exactement, on a ouvert, mais ça a été euh, assez long à pouvoir mettre en place parce qu'avec la Covid qu'on a connue, c'est pas été simple. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement de la CCI parce que c'est vrai qu'au départ, quand on est créateur, enfin ou en tout cas qu'on a envie d'essayer, d'entreprendre, c'est compliqué de savoir par quoi faut commencer. Et pour ça, je remercie la CCI qui a su me guider au départ, me dire bah, vous devez attaquer ici, monter ça, faire comme ça. Voilà. Et ça a été vraiment un accompagnement hyper important parce que c'est vrai que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on doit se diriger pour bien commencer. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez fait en amont? Euh, alors j'avais pris un cahier de brouillon et j'avais noté des idées dessus. J'avais dit voilà, moi j'ai envie de faire ça. En fait, entre ce que j'avais envie de faire et la réalité, ça a beaucoup évolué. Et ce qui a vraiment déterminé la trame de l'entreprise aujourd'hui, ça a été le local. Parce qu'on ne peut rien mettre en place tant qu'on n'a pas le local. Euh, Parce qu'il y a la superficie, il y a l'emplacement, enfin il y a plein de choses bah, qui rentrent en compte. Et une fois qu'il y a eu le local, ensuite on a remis par écrit enfin, qu'est-ce qu'on devait faire. Et après, ben, ça évolue tout le temps en fait. Par rapport à quand on a ouvert, on a déjà changé tous les meubles, la disposition. Enfin voilà, parce que je crois que la vie d'une entreprise, c'est avant tout savoir s'adapter et toujours essayer bah, de proposer de nouvelles choses, être en accord avec le marché. Et voilà. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous aviez une formation spéciale lorsque vous avez terminé vos études qui vous a amené à cette vente de produits auvergnats ou l'inspiration est venue comme ça un matin? Alors, pour être tout à fait honnête, moi, bon, j'ai mon père qui est vigneron à Châteauguay, donc voilà, les vins d'Auvergne, c'était pas enfin, j'y étais pas complètement indifférent. Après, au niveau diplôme, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être forcément très diplômé pour pouvoir entreprendre. Moi, j'ai un CAP en maçonnerie, j'ai un CAP conducteur routier, et ensuite, il y a une personne qui m'a fait confiance, c'est Pierre Desprats, qui m'a permis d'intégrer ses équipes, et donc moi, j'ai été commercial, ben, voilà, dans le vin, je vendais du vin, hein, de l'Auvergne et pas seulement. Et
un jour, j'ai eu envie d'essayer d'entreprendre par moi-même. Donc, voilà, j'en ai parlé avec Pierre Desprats à l'époque, il m'a soutenu, m'a accompagné, et tout ça, c'est vraiment important. Si j'avais pas eu ces personnes-là autour de moi, pour m'accompagner, me dire, ben, il faudrait peut-être que tu fasses comme ça, ou tu devrais y aller comme ça aurait été plus compliqué. Mais enfin, je crois qu'en tout cas, si on a envie, euh, rien ne peut nous arrêter. Voilà. Et vous y êtes allé avec un associé aussi. Alors non, j'y suis allé avec mon ami Alexis, euh, qui, bon, lui est salarié de la société, mais plus par souci de protection euh, que par souci d'association, quoi. Alors, comment est-ce que la Chambre vous a accompagné? Vous avez suivi une formation ici? Vous avez été avec des rendez-vous individuels? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors on était en plein Covid, Oui. Donc, c'était compliqué. donc c'était compliqué, mais en tout cas, moi j'ai eu euh, enfin en accompagnement Madame Dos Santos, qui a toujours été très accessible, enfin chaque fois que j'avais une question, elle me répondait toujours soit par téléphone, soit par mail. Donc ensuite, une fois que le premier confinement a été passé, on a pu se rencontrer derrière des glaces et avec des masques, et enfin voilà, on a pu se rencontrer et pouvoir échanger. Et jamais, enfin, elle a toujours continué de m'accompagner, de m'appeler, de savoir où j'en étais, comment ça se passait, comment ça avançait. Et moi, dès que j'avais une question, ben, je revenais vers elle pour savoir comment je devais m'y prendre pour aller là ou là. Enfin, voilà. Et est-ce que cet accompagnement vous a également amené à rencontrer des professionnels, des partenaires qui ont porté un regard sur votre business plan, sur ce projet que vous étiez en train de bâtir? Alors, par rapport au Covid, c'était un petit peu plus compliqué de pouvoir rencontrer des personnes. Donc, j'ai pas pu rencontrer en tout cas de professionnels ou autres avec qui j'ai pu échanger, mais de par mon réseau, j'ai eu la chance quand même d'avoir un accompagnement sur certains points professionnels qu'on ignore ou qu'on n'imagine pas. Voilà. Moi, la CCI m'a vraiment permis de m'organiser, de cadrer et, euh, et de savoir par où fallait commencer, parce que c'est vraiment ça la question, c'est par où on doit commencer quand on veut entreprendre. Aujourd'hui, on se dit, bon, mais il me faut un business plan, il faut que j'interroge la banque, mais en fait, vous ne pouvez pas faire ça tant que vous n'avez pas le local. Et en même temps, il faut l'avoir déjà travaillé avant d'avoir le local. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que l'accompagnement de la CCI est important, parce qu'ils vont vous aider à savoir dans, dans quel ordre il faut vous lancer pour, euh, pour y aller. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Le plus difficile, trouver le local. Ça n'a pas été simple. Vous Parce êtes que, basé où? place de la Pucelle, sur l'avenue des États-Unis, en bas de la rue des Gras. Trouver le local, ça n'a pas ça a pas été simple. Et après, par rapport à ce qui pouvait se passer, c'était pour interroger les banques. Voilà, parce qu'on était en plein confinement et que avoir des réponses, enfin, tout était plus long. Voilà. Mais on a quand même réussi en s'impliquant à 200% à obtenir ce qu'on voulait. Donc là, ça fait 4 mois que vous êtes ouvert. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez au sein d'Ambiance Volcanique? Alors nous, on est d'abord caviste volcanique, c'est-à-dire qu'on essaie de réunir un maximum de vins volcaniques, donc régionaux et nationaux, voire internationaux, pour expliquer quels sont les différents types de vins volcaniques, quelles sont leurs particularités. Et ensuite, on a aussi une épicerie fine, mais avec uniquement des produits régionaux. Et on a élargi un petit peu la gamme aux autres vins de France euh, pour être vraiment plus euh, attractif et peut-être pouvoir proposer à tout le monde. Et ensuite, on a aussi le côté bar à vin. Voilà, donc on peut déguster les produits qu'on vend, les produits de l'épicerie, on fait des planches avec. Et voilà, donc on essaie de vraiment d'être transparent avec nos clients, c'est-à-dire que s'ils prennent une planche à partager, ils vont voir qu'on prend les produits directement dans l'épicerie, donc si ça leur plaît, ils pourront aussi repartir avec. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ces 4 premiers mois, alors? Euh, Ces 4 premiers mois, je vais dire qu'on s'en est pas si mal sorti, parce que
par rapport au moment où on avait commencé, qu'on devait être juste une boutique, on a eu un côté bar qui est venu se greffer et puis on n'a pas cessé de mettre des nouvelles choses en place, d'évoluer et finalement on a de la chance parce qu'on a des clients plutôt sympathiques, voilà. Et c'est ce qui motive le matin à aller travailler parce qu'en fait on vend du plaisir. Enfin moi comme je dis souvent j'ai la chance de vendre du plaisir parce que le vin c'est toujours une notion de plaisir, soit c'est pour offrir, soit c'est pour se faire plaisir, soit c'est pour partager avec des amis, donc il y a toujours ce côté plaisir. Et donc se lever le matin en se disant je vais aller donner du plaisir aux gens, et c'est quand même sympa je trouve. Ça veut dire que pour l'instant, ce monde de la création d'entreprise, c'est vraiment une réussite. Oui, avec des hauts débats parce on se pose beaucoup de questions. Enfin, c'est vrai que quand on crée une entreprise, on ne sait pas comment ça va se passer, est-ce que l'offre qu'on a va plaire, enfin, des questions, vous en avez plein, mais au fur et à mesure, en fait, tout se met en place petit à petit. Voilà, faut juste y aller, quoi. Et est-ce que depuis l'ouverture, justement, il y a d'autres écueils ou d'autres réussites que vous avez vu apparaître? Euh, Disons que peut-être que avant nous, on avait le côté voilà, où on s'était dit on va faire une boutique avec des mains volcaniques et voilà. Et au fur et à mesure, chaque jour, quand on avance, on, on avance. Voilà, donc en fait, on évolue, on propose de nouvelles choses, on dit tiens, on va rentrer ça, ça finalement peut-être qu'on devrait l'arrêter, voilà. Et, euh, et chaque jour, vous vous remettez en question, chaque jour est une nouvelle journée, et donc chaque jour, vous devez essayer de faire quelque chose de nouveau, voilà, pour toujours être peut-être compétitif ou donner envie aux gens de venir. Après, on n'est certainement pas parfait, mais au moins on a le mérite d'avoir essayé. Alors la remise en question et le plaisir, je pense qu'on va continuer à en parler avec nos deux autres invités. Charles, peut-être déjà pour poursuivre les propos que vient d'évoquer Géraud. Alors, vous avez un petit peu plus d'ancienneté que lui en termes de création d'entreprise. Même question, le parcours depuis le tout début. Alors, bonjour, donc moi je m'appelle Charles Marginier, je suis auvergnat et entrepreneur, oui, depuis un petit peu plus longtemps, bon, même si je suis pas très vieux encore, J'ai rien dit. on va dire, ah, mais ouais, depuis un petit moment quand même, parce que moi j'ai commencé mes toutes premières armes, j'avais 16 ans, donc aujourd'hui j'en ai 35, donc c'est vrai que ça fait un peu plus longtemps, ça va bientôt faire 20 ans, ouais. Et moi j'aime beaucoup justement ce dont on parle aujourd'hui, qui est la notion de parcours, parce qu'on parle souvent d'entreprise au sens, on monte un projet, on monte une entreprise avec tout ce qui en découle, et on parle un peu moins de cette notion de parcours qui fait que finalement une entreprise à un instant T peut être un projet et on peut être amené à rencontrer des difficultés, à devoir rebondir à de multiples reprises et à construire finalement au-delà d'une entreprise un projet de carrière entrepreneuriale. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai vécu parce que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs entreprises, des entreprises dans lesquelles les choses se sont extrêmement bien passées. D'autres fois, les choses se sont extrêmement mal passées. Mais finalement, tout au long d'un parcours entrepreneurial, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a des choses qui sont immuables. En l'occurrence, vos compétences, tout ce que vous allez apprendre au fil du temps, votre expérience, les liens que vous allez tisser avec d'autres entrepreneurs. Donc, c'est tout un tas d'éléments qui vont vous permettre petit à petit de construire des projets de plus en plus viables, de plus en plus solides et de vivre aussi beaucoup de belles choses. Alors vous aviez une formation ISIMA. Supinfo, c'est presque pareil, mais les Izima vous diront que c'est. C'est pas la même. Je présente mes excuses. Donc une formation qui a fait que d'entrée de jeu, vous avez eu envie d'aller vers la création. C'est ça. Alors moi, je suis développeur, ingénieur en informatique de base. Et ce qui est intéressant avec l'informatique et le web, on va dire de manière plus générale, c'est qu'il est très facile de tester un projet. Il est plus facile
d'itérer et de tenter des choses que c'est le cas par exemple quand on souhaite ouvrir une boutique. Ouvrir une boutique, il y a un process un petit peu plus compliqué parce qu'il faut trouver des financements, il faut trouver un emplacement, il faut acheter des stocks, il faut mettre en place une boutique. Il y a quand même un process plus compliqué alors que sur Internet, l'avantage c'est qu'il est simple de lancer un site avec un petit bout de stock et de faire des choses. Donc moi, mes toutes premières armes, je les ai faites quand j'avais 16 ans, en fait, étant donné que j'étais développeur, j'essayais d'aller vendre des sites web à droite à gauche. Et ça m'amène tout de suite à rebondir, en fait, parce qu'il y a déjà eu une première question qui disait, est-il vraiment possible de monter une entreprise commerciale sans disposer de connaissances de base? Eh ben oui, parce que moi, quand j'avais 16 ans, je n'avais strictement aucune compétence. Je me souviens même aller chez mon premier client en lui faisant un devis sur Word et il prend le devis de mon concurrent, il me le montre, il prend mon devis, il me fait c'est ça votre devis? Moi, j'ai du haut de mes 16 ans, j'étais bon, voilà. Mais peu importe, parce qu'en fait, ce qui compte finalement, c'est de tester, c'est de faire des choses et d'essayer de construire petit à petit, de se prendre des bâches, de se prendre des succès, mais en tous les cas, il faut essayer. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance plus à dire que la notion d'idée de base, finalement, elle n'est pas fondamentale. Ce qui compte, c'est vraiment d'itérer, de construire et de faire son chemin. Et alors, du coup, ce chemin, il va être effectivement ponctué de très grandes réussites. On peut en parler Ah deux oui, oui, bien minutes? sûr. Allez. Alors, moi, du coup, donc, mon parcours entrepreneurial, j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Ce que j'aimais, j'étais un petit peu dans cette folie, on va dire, c'était quoi? C'était de 2005 à 2010 où on voyait des incroyables entreprises américaines sortir de terre comme Facebook, tout ça. Et quand on était dans le monde du web et de l'informatique à cette époque, on rêvait de créer ce type de projet. Donc, j'avais plein de projets. J'étais jeune, j'avais la fougue du jeune entrepreneur, je créais tout et n'importe quoi. 95% des projets ne voyaient finalement pas le jour, mais en tous les cas, il y avait cette volonté. Et parmi ça, il y a quand même certains projets qui ont vu le jour. Mon tout premier projet réel, concret, ça a été de la vente en ligne de vêtements avec une boutique que j'avais appelée Ambiance Mode, le paradis de la mode. Donc, on en pensera ce qu'on veut sur le nom du projet. Mais ça a été un échec total. Un échec total, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais acquis des moyens de communiquer sur les réseaux sociaux de l'époque qui étaient très forts. Par contre, je n'avais aucune compétence en prêt-à-porter, je n'avais pas de compétences en marketing, je n'avais pas de compétences comment dire, en financement d'entreprise. Et donc, du coup, j'avais monté ce projet avec ce qu'on appelle de la love money. Et finalement, j'ai commis énormément d'erreurs sur ce premier projet, mais qui finalement ont été extrêmement salutaires parce que c'est grâce à toutes ces erreurs que j'ai pu après enchaîner sur d'autres projets. J'ai enchaîné ensuite sur une agence web, donc création de sites web, création d'applications, métiers, tout ça. Donc ça s'est un petit peu mieux passé parce que je cherchais à monter quelque chose de plus, pour moi en tous les cas, qui me paraissait être un peu plus facile dans le sens où je revenais un petit peu à mes premières origines quand je vendais du site web en étant tout jeune. Donc là, les choses ont plutôt bien fonctionné. Parallèlement à ça, j'avais monté une entreprise de site internet d'infodivertissement. Concrètement, c'est des articles de divertissement. Les choses aussi se sont plutôt bien passées sur cette entreprise-là parce qu'on gérait au maximum, on avait un trafic journalier de plus de 2 millions de visiteurs par jour, donc on avait vraiment un flux important de personnes à gérer sur nos sites. Et puis, ça m'a emmené à mon plus beau projet, enfin, avant l'actuel, mais aussi mon pire projet. Donc, une vraie expérience bien complète d'un entrepreneur qui était un média sur les réseaux sociaux qui s'appelait FireRank, qui a eu la chance d'avoir à son apogée 12 millions d'abonnés sur les réseaux. On faisait 2 milliards de vidéos vues à l'année et plus d'1 million de visiteurs par jour. On avait une trentaine de collaborateurs. On était sur Clermont. Donc un vrai beau projet qui, un jour, s'est arrêté complètement suite à des changements de réglementation dans les conditions d'utilisation de Facebook en l'occurrence. Nos pages, parce que donc c'était des pages Facebook très concrètement, ont été dépubliées. Et en tant que média, c'est un petit peu comme si si vous étiez une chaîne de télé et qu'on vous interdisait d'émettre. Et bien concrètement, ce projet qui était incroyable, qui m'ouvrait une quantité d'opportunités qui était folle, devenait
mon pire ennemi du jour au lendemain. Parce qu'on passe de plein d'opportunités qui s'ouvrent à devoir mettre en place un plan de licenciement économique, parce que quand vous avez 30 collaborateurs, ben, c'est quand même compliqué, à devoir gérer en même temps l'émotion d'une perte de projet comme ça, à devoir en fait finalement rentrer dans une spirale extrêmement complexe qui est finalement l'opposé inverse. Après l'hypercroissance, bah, c'est l'hyperdécroissance. Et donc voilà, donc ça a été un petit peu un projet à la fois très positif et très négatif. Et après ça m'a emmené sur mon projet actuel, c'est que ce que je trouve qu'il est important, s'il y a quelque chose à transmettre aux personnes qui nous écoutent, c'est que un projet, c'est un projet. Une entreprise, c'est une entreprise. Et en tant que telle, ça reste une entité. Et une entité, j'aime bien appuyer ça parce que quand mon entreprise a dû fermer en 2017, beaucoup de monde s'adressait à moi comme si j'avais perdu un proche. Mais ça va bien se passer, comment est-ce que tu vis ça? Et je leur disais, c'est une entreprise. C'est pas ma fille, c'est pas ma mère, c'est une entreprise. Et donc c'est très important de le considérer parce que si vous acceptez dès le départ qu'une entreprise est une entité finalement euh, virtuelle et pas une personne physique, et ben ça permet d'appréhender un peu mieux, on va dire, les moments de tension, les moments d'échec. Parce qu'il faut bien considérer que dans vos projets entrepreneuriaux, il y aura des moments très difficiles. C'est vraiment un peu comme un océan agité avec des vagues. Il y a des moments où toutes les émotions vous submergent parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Et à un autre moment, vous êtes vraiment au creux de la vague. Et là, il faut gérer le creux de la vague. Il ne suffit pas juste de se sentir bien quand on est en haut de la vague. Et à partir de là, moi, je me suis dit, j'étais dans une démarche un petit peu différente qui était de se dire, bon, bah, maintenant que je recommence un petit peu à zéro, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'avais fait un, un listing un petit peu de ce qui pour moi était une entreprise pure et parfaite. Donc avec tout ce que je considérais être pour moi un projet. Je vous recommande d'ailleurs de faire cet exercice parce que c'est très intéressant de se dire que est-ce que sur quelles compétences votre entreprise peut-elle reposer? Si vous êtes talentueux dans quelque chose, appuyez ça à fond parce que c'est vraiment la clé d'une réussite. C'est pas de se dire je vais m'attaquer à un sujet qui n'est pas du tout le mien, juste parce que je trouve que l'idée extraordinaire, elle peut tout révolutionner. Non, commencez par capitaliser sur vos propres compétences, ça je pense que c'est fondamental. Et parallèlement à cette recherche d'entreprise, j'avais fait un voyage en Italie avec ma compagne. Et on va dire, c'est une artiste dans le sens où elle a toujours eu énormément de projets en carton papier. C'était la graphiste de mon ancienne entreprise. Elle dessine. Enfin, c'est une artiste. C'est vraiment l'opposé de mon profil. Et on est parti faire un voyage en Italie. Et au retour de ce voyage, elle avait commencé à griffonner un petit peu des choses parce qu'on a traversé plein de villages. Enfin, on a vraiment traversé une Italie qui est extraordinaire. Et finalement, là, il y a eu un espèce de feeling, de match qui s'est dit, et si on en faisait quelque chose? Si moi, ma recherche très pragmatique de l'entrepreneur, on arrivait un peu à la faire fitter avec elle, ce qu'elle était en train de créer d'un point de vue artistique autour de ce qu'on avait vécu. Et c'est de là qu'est né le projet Anna Velazia, qui est une marque de bijoux. Donc Anna, c'est le nom d'artiste de ma compagne, parce que vu que ça venait de l'Italie, on cherchait quelque chose pour elle qui sonnait avec cette Italie. Et on a décidé de lancer ensemble cette marque de bijoux qui est Anna Velazia aujourd'hui. Voilà un petit peu le... Et alors, Anna Velazia, donc c'est de la vente par Internet. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Eh ben, l'idée, en fait, de ce qu'on essaye de faire, c'est une marque de bijoux dont tous les bijoux sont créés, dessinés et imaginés à Clermont-Ferrand. Ils ne sont pas fabriqués à Clermont-Ferrand parce qu'aujourd'hui, on a des volumes importants, donc on ne peut pas les produire nous-mêmes. Par contre, on dessine. En fait, l'idée, c'est de prendre des photos dans différentes villes d'Italie. Là, on y retourne normalement, dès que le printemps arrive, on repart faire un énorme shooting en Italie pour s'inspirer en fait de plein de nouveaux lieux. Et c'est en se basant sur cette inspiration, de dessiner des bijoux, de créer des bijoux, et après d'en faire des collections qui sont uniques, qui sont pour les connaisseurs, qui vont reposer sur de l'émail, le travail de l'émail et de la nacre, et donc de proposer comme ça une collection très inspirée
de ce qu'on peut trouver en Italie. Donc, bracelet, Bracelets, boucle. pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, toute la panoplie, on va dire, classique d'une marque de bijoux. Oui. Là, vous démarrez la première année sur cette dimension de création. Mhm. Anna crée, dessine et vous produisez derrière. Et là, il y a aussi une question de rencontre qui va arriver. Tout à fait. On a, au début, on a eu la chance parce que, alors ça, c'est pareil, c'est un élément fondamental, je pense, dans la création d'entreprise. C'est que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on n'est pas compétent dans tous les domaines. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, quand vous avez une compétence qui manque, il faut surtout pas laisser parler son ego et il faut s'entourer. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour être capable de compléter, on va dire, vos défaillances et essayer de monter en compétences. Et nous, on a eu la chance de rencontrer une personne donc, qui est à Rion, qui travaille dans ce métier, qui a racheté une entreprise justement, donc c'est un racheteur lui, de bijouterie, qui travaille depuis les années, enfin c'est une entreprise qui date des années 70, donc il y a quand même un passé important, et qui nous a ouvert le monde de la bijouterie, qui nous a fait découvrir un petit peu tout cet univers, qui nous a emmenés sur les salons internationaux. On est allé avec lui à Hong Kong, on est à Paris, on est allé un petit peu partout, enfin dans beaucoup de lieux, pour apprendre le métier et découvrir un petit peu cet univers qui initialement n'était pas le nôtre. Et donc vraiment là, ce que je souhaite partager là-dessus, c'est que sans cette personne, ça aurait été très compliqué dans le sens où on n'était pas compétent sur ce métier initialement. On avait essayé de faire des choses, mais il fallait des compétences. Et à un moment, c'est quelque chose qui va même vous faire douter un peu, parce que la première année avait été assez exceptionnelle, on peut le dire, sur un démarrage. Et justement, c'est cette réussite qui va vous faire douter et presque régresser. C'est ça. Parce que finalement, être entrepreneur, je pense qu'une des principales qualités, mais qui peut aussi se retourner contre vous, c'est le pragmatisme. C'est fondamental d'être pragmatique pour toujours essayer de rester sur la bonne direction et toujours se remettre en question. Et en ce sens, au début, donc, on avait créé nous-mêmes des bijoux et on se sentait finalement presque illégitime à ça, parce que ce n'était pas notre métier. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, et ben, si on sélectionnait des catalogues de fabricants qui ressemblent à ce qu'on fait, pour essayer de vendre leur catalogue plutôt que faire de la création. Ça nous paraissait, d'un point de vue entrepreneurial, faire plus sens. Et il s'est avéré que c'était une très mauvaise idée, que les clientes venaient chercher l'âme d'Anna, venaient chercher l'ADN d'Anna Velazia, et donc finalement, l'année d'après, on est revenu sur de la création pure pour aujourd'hui proposer vraiment une collection qui est 100% maison. Et ça marche super bien parce qu'on arrive finalement à transmettre ce qu'on veut. Ça nous permet d'avoir notre propre patte, notre propre univers et d'appuyer le projet artistique Anna Velazia qui est plus intéressant que aller récupérer des produits tout faits à droite à gauche, quoi, ce qui ne fait pas forcément sens. Et puisque vous aviez aussi acquis dans vos expériences précédentes, c'est cette notion de relation. C'est bien qu'étant sur Internet, garder, préserver, conserver l'humain. C'est ça. Et ça, d'ailleurs, c'est très intéressant dans le sens où on en a beaucoup parlé pendant le Covid. C'est que digitalisation ne veut pas dire pas de contact humain. Ça, c'est une fausse croyance dans le sens où aujourd'hui, Internet permet, regardez, on est là, on peut échanger, on peut communiquer, permet vraiment de créer du lien. Et nous, dès le départ, on a pris un parti pris, c'est d'être une DNVB, ça s'appelle, c'est une Digital Native Vertical Brand, c'est une marque 100% digitale. Et on s'est dit, on a eu pas mal de retours là-dessus, oui, mais on a envie de pouvoir essayer les boucles d'oreilles, on a envie de pouvoir essayer les bracelets, on a envie de toucher le produit. Et donc, à partir de ce constat, on s'est dit, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas rentrer dans une démarche de vendre pour vendre continuellement, mais plus d'essayer de créer des liens avec une clientèle un petit peu au même titre que le ferait une petite commerçante de proximité. Comment est-ce qu'avec les outils digitaux, on est capable de passer du temps à échanger et à discuter avec les clientes, mais aussi pas forcément avec les clientes, avec des gens qui peuvent être intéressés par la marque, par l'histoire, par ce qu'on a à raconter. Parce qu'on a beaucoup de choses à raconter et on aime leur raconter. Et donc on s'est très vite équipé, on les a mis en avant des outils comme WhatsApp ou comme Messenger, pour finalement arriver aujourd'hui à plus de 95% de support client qui se fait sur Facebook Messenger. Ce qui permet finalement de
discuter avec les clients, de créer de la conversation. Et on a souhaité mettre la conversation au centre de notre marque. Et ce qui nous permet d'une part donc, de créer des liens forts avec les clients, ça c'est fondamental, comme la petite commerçante, pour faire revenir nos clients. C'est très important hein, quand on a une notion quand on crée une entreprise, cette notion on va en termes techniques de returning, donc de permettre de faire revenir sa clientèle. Et d'autre part, ça nous a permis finalement de co-construire la marque avec notre clientèle. C'est que on s'est dit, eh ben finalement, quitte à créer ce lien, et si on les faisait participer? Et si on leur demandait leur avis et qu'on essayait de construire des produits, si on essayait de dessiner des produits avec l'avis de nos clientes? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a même créé un groupe Facebook qui s'appelle l'Atelier d'Anna, dans lequel on partage des croquis, dans lequel on partage des designs, de tout un tas de créations, et sur lequel on fait participer la clientèle pour justement essayer de trouver quelque chose qui leur corresponde, mais qui en même temps soit dans l'ADN et l'âme d'Anna, ce qui nous permet d'avoir finalement presque, c'est peut-être un gros mot, mais une marque collaborative dans le sens où la marque est aussi créée par ses clientes et pas uniquement par la créatrice. Et justement, ces clientes, elles sont en train de vous demander de pouvoir encore plus toucher. Eh bien oui, nous on est 100% digital, mais à un moment donné, ça a aussi ses limites, même si je viens de dire le contraire, c'est qu'on nous demande beaucoup où est-ce qu'on peut nous trouver. Et donc notre projet 2022, ça va être de continuer à pouvoir quand même passer énormément de temps sur le digital parce que c'est la base de notre activité. Mais on s'est mis pour projet de réussir à être d'ici à la fin 2022 dans 200 points de vente à travers la France pour qu'on puisse nous trouver physiquement et pouvoir voir nos bijoux. C'est vraiment, je pense, la demande principale qu'on a aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on vous trouve ailleurs que sur anaveladzia.com. Donc, on va essayer d'y répondre. Voilà. Alors, vous vouliez aussi justement être un acteur sur le territoire. Vous auriez pu faire le choix de faire vos expéditions d'à peu près n'importe où. Et vous avez fait le choix de nouer des partenariats ici, sur l'Auvergne, et de co-construire un développement pour tout ce qui était logistique. Racontez-nous cette histoire-là qui est magnifique aussi. Alors, la logistique, c'est un sujet, surtout quand on se lance. Nous, on n'y connaissait rien initialement, la logistique, c'était pas aucune compétence métier. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour expédier nos bijoux? Question. Donc au début, les premiers jours, les premières semaines, avec nos petites mains, on mettait les bijoux dans les petites enveloppes et puis on les expédiait. Mais finalement, très vite, le volume arrivant, il a fallu trouver une nouvelle solution. Et je pense parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu, alors l'expérience, le recul sur les différentes entreprises, on cherche à mettre du sens dans cette entreprise. On ne cherche pas juste à construire un business pur et dur où le but c'est de faire du chiffre d'affaires pour générer du profit. Non, l'idée je pense que c'est peut-être alors j'ai que 35 ans, mais presque le vieil entrepreneur qui parle là, c'est de réussir à mettre un petit peu de sens et un petit peu de valeur dans l'entreprise. Donc on a décidé de co-construire un projet logistique avec l'ESAT Pierre Daucinet à Romagna, où moi en tant qu'ingénieur informatique et j'ai recruté deux autres personnes également sur ces compétences-là, on a construit une solution logicielle, on a construit un projet également donc avec l'ESAT Pierre Daucinet qui sont des travailleurs en situation de handicap, pour externaliser intégralement notre logistique en ESAT et permettre aux travailleurs handicapés donc de gérer l'ensemble de nos expéditions. Aujourd'hui, ça fait maintenant la marque a 3 ans et demi, donc on commence à avoir quelque chose d'extrêmement fonctionnel. On est capable de gérer avec eux un grand nombre de commandes. On a développé des interfaces dédiées pour leur permettre de travailler sur le sujet, et on a une collaboration qui est extraordinaire et qui, je pense, va pouvoir encore perdurer pendant des années parce que ça devient vraiment solide. Et puis on a appris, toutes ces années, on a appris comment les travailleurs fonctionnent, ils ont appris comment nous, on travaillait, et puis on a essayé de s'adapter pour vraiment co-construire ce projet logistique avec eux. Ça a même généré un nombre d'emplois qui est important au sein de l'ESAT. Disons que oui, sur les grosses périodes, là on est en plein Black Friday, donc on est en plein dedans, et c'est vrai qu'il peut arriver d'avoir des jours à plus de 1000 commandes à traiter, 1000 commandes à traiter, même si on a essayé d'automatiser un maximum de choses, quand vous avez 1000 commandes à expédier dans la journée, il faut du monde. Donc chez eux, il y a un espace dédié à Naveladzia avec une capacité importante de travailleurs qui viennent et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi aussi à leur
partager un petit peu notre esprit. Ils sont super fiers de ça, c'est-à-dire qu'on a réussi à leur proposer des tâches, à leur proposer des missions qui les valorisent. L'idée, c'était surtout pas de les considérer comme des manutentionnaires, mais plus de les considérer comme travailleurs qui ont besoin d'être fiers de ce qu'ils font. Et donc, voilà. Et dans ces valeurs sur lesquelles vous avez fait le choix de positionner en Naveladzia, il y a aussi cette création en série limitée que vous êtes en train de bientôt mettre en vente sur un fléchage qui est en train d'être déterminé. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à ça? Encore une fois, c'est le sens, je pense. Alors, on en discute souvent en interne, mais c'est vraiment ce sens à un moment donné de mettre de la valeur dans l'entreprise au-delà du profit. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en place différentes choses sur la marque, comme la création d'un bracelet en série limitée dont le symbole est la liberté, qui va être produit en 1000 exemplaires, justement pour redistribuer les bénéfices à des associations. On est en train de mettre en place aussi quelque chose... Association que vous avez fléchée, parce que ça avait du sens pour vous. Tout à fait. Vous avez préféré... les femmes, les enfants, en ciblant actuellement l'homme potentiel autour de ça. Exactement. Nous, on a 2 sujets qu'on souhaite traiter aujourd'hui, qui est donc les femmes et les enfants, parce que c'est quelque chose qui nous touche, surtout qu'avec ma compagne, donc cofondatrice, on a eu une fille il n'y a pas longtemps, donc on est vraiment touché par ces causes et on essaye vraiment, voilà, c'est des projets sur lesquels on souhaite investir. Et aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que pour aider ces associations, on va faire comme certains centres commerciaux le font, c'est de permettre d'arrondir l'addition en fin de note pour permettre de reverser ces quelques centimes, ça sur un grand nombre de clientes pour leur permettre de reverser ces bénéfices. Alors, comment est-ce qu'on intègre toutes ces notions? Parce qu'on pourrait dire, bon ben oui, vous êtes le chef d'entreprise, vous êtes le décideur, vous faites les choix que vous voulez, puis basta. Mais comment ils réagissent, vos collaborateurs, derrière ça? Est-ce que c'est une plus-value, justement, dans un parcours d'entrepreneur, d'associer ses collaborateurs à ce type de décision? Bien sûr. Alors, disons qu'il y a des décisions qui sont dures, mais le fait d'essayer d'apporter de la valeur et de faire des choses bien, on va dire, ou positives pour la société, c'est jamais compliqué d'impliquer les collaborateurs là-dedans, bien au contraire. Même eux, ils apprécient la démarche et ça ne peut faire que l'unanimité. Ça serait compliqué pour un collaborateur de dire non, mais c'est pas une bonne idée, enfin, on va gardons tout pour nous. Voilà, oui, il pourrait le voir comme ça. Mais alors, c'est pareil, c'est qu'au niveau de nos collaborateurs, on a une démarche sur l'entreprise moi j'ai une démarche en tous les cas qui est un petit peu différente avec mes démarches passées, qui consiste à dire on ne cherche pas au sein d'un Naveladzia de créer une marque avec 150 employés qui travaillent à la chaîne. Non, on cherche qu'à avoir des collaborateurs qui sont très bien payés, qui apportent beaucoup de valeur ajoutée à l'entreprise et sur lequel on est très peu de turnover. On capitalise vraiment sur les personnes avec qui on travaille pour que les gens se sentent bien. C'est que oui, c'est très bien d'investir dans des associations, de reverser des fonds, etc. Mais la chose principale, oui, c'est les gens qui travaillent avec vous. Et donc, ça ne peut fonctionner, ces décisions ne peuvent fonctionner que si déjà tout le monde y trouve son compte dans l'entreprise et s'y sent bien. Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 10. Et un objectif Un objectif, il y a quelques années, je vous aurais dit on veut être 100. Mais aujourd'hui, absolument pas. Non, je pense que l'objectif, il se situe en fonction de ce qu'on cherche à construire. Là, on est rentré, donc encore une fois, c'est presque, j'ai horreur de dire ça, j'ai que 35 ans, mais c'est presque le vieux loup de l'entrepreneuriat qui vous dit ça, c'est qu'on n'est pas dans une démarche d'explosion du chiffre d'affaires, mais on est plus dans une démarche de consolidation. On veut vraiment travailler une entreprise qui soit un peu comme un rock, quoi, qui soit extrêmement solide, qui ait une clientèle qui soit extrêmement fidèle. Et donc dans cette démarche, ça n'implique pas une hyper-croissance. Ça implique des collaborateurs de haute qualité, ce qui est très dur à trouver, ce qui prend beaucoup de temps à trouver. Donc je pense que sur 2022, ça sera 2 ou 3 collaborateurs supplémentaires maximum. On ne va pas chercher à monter trop, quoi. Et à développer tranquillement l'entreprise et à faire les choses bien et à y prendre plaisir. Merci beaucoup, Charles. Alors,
plaisir. Je pense qu'on va continuer, Clément, à en parler et faire les choses bien aussi. Alors, Clément, 20 vies dans une vie aussi. Hein, c'est à peu près ça. Alors, Tout à fait. on parcourt d'abord un peu justement ce qui vous a amené à créer Cockpit. Eh ben, avec grand plaisir. Alors moi, c'est un petit peu comme Charles, ça fait longtemps que j'avais commencé à initier des projets. À la base, je suis pilote d'avion privé. Et c'est là où ça m'a amené sur mon premier projet. Alors, en fait, je me rendais compte tous les ans, quand j'allais voler, ben, il fallait que j'achète des cartes aéronautiques. Et du coup, à l'époque, je codais un petit peu comme Charles. Et j'ai commencé à faire un site internet où je revendais ces cartes aéronautiques, mais en voie numérique. Ce qui n'existait pas à l'époque. Donc ça m'a permis, déjà je faisais plus ça dans le sens de l'amusement. C'est comme ce que disait Charles tout à l'heure, c'est plus une passion, plus un loisir qu'un business avant tout. Donc ça m'a plu, je me suis dit voilà, c'est quelque chose que je me verrais faire plus tard, drainer des personnes autour d'un projet, essayer de le développer. Après ça, je me suis mis dans ma deuxième passion qui était la moto. J'ai fait beaucoup d'enduro et malheureusement, je me suis beaucoup blessé à la moto. Donc, vu que je me suis beaucoup blessé à la moto, j'ai eu beaucoup plus de temps Pour faire autre chose. pour progresser sur le développement informatique. Donc, j'ai continué donc, mes études, j'ai fait un bac S. Après mon bac S, j'ai créé une première société qui faisait du partage de plats fait maison entre particuliers. Et c'est là où on va voir l'importance de l'entourage et du réseau. Donc, moi, j'ai créé cette société au Puy-en-Velay. Et pour développer cette société, j'avais besoin de fonds. Donc je suis allé voir l'association Réseau Entreprendre Auvergne. Donc ça, c'est une association que je conseille à tous les créateurs, repreneurs. C'est une association qui nous accompagne, pas sur la création, mais plutôt sur un accompagnement individualisé avec un chef d'entreprise qui a de l'expérience. Et également, on a un accompagnement collectif avec d'autres chefs d'entreprise qui sont repreneurs, créateurs. Donc ça fait vraiment sens et ça nous permet d'avoir une meilleure vision. Pour reprendre la question de tout à l'heure, s'il fallait disposer de compétences de base. Alors, moi, j'avais des compétences techniques, donc sur le développement informatique, j'y connaissais pas grand-chose en comptage, j'y connaissais pas grand-chose en finance, mais ça nous a permis de progresser et de rencontrer des personnes, d'échanger et surtout d'être toujours dans une démarche itérative sur son projet, mais toujours une démarche aussi de formation. Malgré que je me suis arrêté après mon bac scientifique, j'ai toujours continué à faire des e-learning sur des thématiques et je me mets encore cette rythmique de tous les 6 mois prendre une nouvelle thématique spécialisée dans la compta, voilà, des choses comme ça pour avoir une meilleure vision. Après ça, donc, je suis entré au Réseau Entreprendre et mon projet était un peu farfelu pour le Réseau Entreprendre. Donc la directrice, Hélène Griveaux de l'époque, m'envoie voir un certain Charles Marginier de FireRank pour avoir son point de vue extérieur. Donc je vais voir Charles, on discute ensemble. Et au bout d'une demi-heure, il me dit, écoute, Clément, je pense que tu peux faire un projet qui va réussir, mais ton projet, il est vraiment... Celui-là, c'est pas bon. Celui-là, c'est vraiment pas le bon. Donc moi, j'étais plein de motivation, un peu aussi la fugue de la jeunesse, donc j'étais un peu à fond dans ce projet, donc je sors assez mitigé de ce rendez-vous. Et là, c'est ce que disait Charles tout à l'heure, c'est il faut mettre aussi un petit peu son ego de côté. C'est-à-dire, c'était mon premier projet, donc c'était un peu comme mon bébé, et j'avais pas une vision du contexte qui était globale. C'est-à-dire, je m'auto-persuadais de choses qui n'étaient pas forcément vraies, donc je me mettais dans une situation qui allait devenir délicate. Et après ce rendez-vous, après avoir réfléchi, je dis voilà, là pour l'instant la société n'est pas en difficulté, j'ai toujours cette possibilité d'arrêter. Eh ben, je vais arrêter et je vais partir sur un autre projet que je connais, qui est l'agence web, donc l'agence de création de site internet. Donc en accord avec le Réseau Entreprendre, je change de projet avant le lancement. Donc je passe les process de validation et là je crée en mars 2015 la société Cockpit. Donc c'est une société où on fait de la création de sites internet et de l'accompagnement en stratégie de communication mais purement digitale. Donc je l'ai créé avec un premier salarié, puis un deuxième, puis mon associé me rejoint à ce moment-là, et avec mon associé du coup Nicolas Aujar, on a commencé à développer Cockpit et d'autres sociétés par la suite. Et alors, qu'est-ce qui va faire justement la différence à un moment? Parce que des agences web, Bien sûr. ça fait florès sur notre territoire, On est mais pléthore sur le marché. le territoire national et international également. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment,
la bascule, elle se fait dans la force ou dans le Tout à côté fait. sombre. Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, nous, historiquement, on a commencé à travailler beaucoup sur le réseau. On travaille beaucoup avec des partenaires, on travaille beaucoup avec nos clients. Et comme un petit peu sur Anavelasia, c'est que nous, les clients, on les connaît bien. Euh, et du coup, ils parlent beaucoup de nous. Donc, on est très souvent recommandé. Donc, historiquement, quand on a commencé, ben, moi, j'étais au Réseau Entreprendre, qui était un beau réseau. Donc, au début, ben, c'est compliqué. On est en création, on n'a pas une trésor qui est extensible. On a très très peu de réalisation, c'est ça qui est compliqué au début, c'est que quand on va voir quelqu'un pour faire un site e-commerce, le premier site e-commerce de l'agence, on leur demande bah, qu'est-ce que vous avez fait comme site. Ils disent bah, écoutez, ça va être le premier. Bah, forcément, le taux de transformation est un petit peu plus compliqué. Et en fait, suite à beaucoup de rencontres, on a commencé bah, à développer, à faire de petits sites. Au début, on travaillait plutôt sur des artisans, des TPE, des PME. Après, il y a des grands groupes qui nous ont fait confiance, comme Babou, BNM, GRDF, la Fondation Béret Duval. Voilà, on a travaillé avec pléthore de sociétés. Et après, ce que je pense qui fait la différence, c'est de mettre le client au cœur de toutes les réflexions. C'est-à-dire, comme le disait Charles, il ne faut pas penser uniquement à sa marge et sa rentabilité. C'est quelque chose d'important pour la pérennité de la société, mais la satisfaction client est quelque chose, in fine, créera beaucoup plus de valeur. Donc, on est prêt, voilà, sur des marchés, on a perdu de l'argent, on a mal chiffré, bon, mais le client a toujours été satisfait. Donc ça, c'est le premier point plutôt côté extérieur. Et après, le côté intérieur, c'est trouver des collaborateurs de qualité, les garder, les fidéliser et les mettre au cœur aussi de cette réflexion un peu stratégique. Il faut partir aussi du postulat qu'on n'a pas forcément la science infuse et que ben, sur des thématiques précises, il y a des collaborateurs qui sont beaucoup plus pointus que nous. Donc ils vont nous apporter leur avis, leur point de vue et ça va être une décision un petit peu globale. Alors, je dirais pas qu'on est en management libéré parce que c'est pas forcément le bon terme, mais on a une responsabilisation au niveau de la structure qui nous permet de nous soulager avec mon associé Nicolas de énormément de tâches et laisser de l'autonomie, de la réactivité à nos collaborateurs. Alors vous avez fait le choix, à l'inverse d'autres, que l'on ne citera pas, justement de continuer à développer et à travailler ici à Clermont-Ferrand et de ne pas externaliser en Pologne, en Roumanie ou ailleurs. Tout à fait. Alors nous, c'est déjà dans ma culture. Aujourd'hui, on travaille sur un territoire. Faut être aussi chauvin à son territoire. C'est-à-dire que on remercie les clients qui nous font travailler, mais on le rend au territoire en employant des gens de ce territoire. Et c'est pareil dans le choix de nos fournisseurs, où on va travailler majoritairement, alors c'est pas possible partout, mais majoritairement avec des personnes qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, surtout, avant tout, c'est pas de la technique, parce que tout ce qu'on fait, beaucoup d'agences sont capables de le faire sur Clermont. Nous, ce qu'on vend, c'est notamment du service et de l'accompagnement. Donc, un client, si je l'envoie sur une plateforme polonaise, n'importe où, hein, je dis une bêtise, euh, il va pas accepter ça. Donc, nos collaborateurs sont en direct avec les clients, échangent avec les clients, et c'est plus cette logique servicielle que cette logique technique, même si on a voilà, de grosses appétences techniques aussi. Et vous avez fait aussi le choix justement d'être implanté sur ce cœur de la métropole dans le développement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Nous, on doit beaucoup à la métropole. Alors, historiquement, quand on a créé la société, on cherchait des locaux. Et nos premiers locaux, c'est là aussi que Charles est passé, on est beaucoup d'entrepreneurs à être passés, c'est la pépinière d'entreprise de Pascalis. Donc j'en rigole encore parce que j'ai vu des photos de la semaine dernière de nos premiers bureaux. Donc ce qui est top pour les créateurs, repreneurs, c'est que c'est un système de box qui vous permet d'avoir énormément de flexibilité dans le temps. Nous, quand j'ai démarré où j'étais tout seul, j'en étais pris un petit box de 12 mètres carrés, puis les collaborateurs sont arrivés, et du coup ça nous a permis en enfilade de prendre 7 ou 8 box, et du coup d'agrandir la structure avec des charges qui sont variables, et pas déménager à chaque fois qu'on grossissait. Et après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 mois, au bout de 6 ans, on a trouvé des bureaux à acheter dans la zone de la Pardieu, donc derrière chez Narial Informatique. Et on est très content d'être déménagé et d'avoir pu bénéficier de l'hôtel d'entreprise qui était vraiment quelque chose de centralisé, simple pour nous à gérer, avec un tarif préférentiel par rapport au territoire. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé déjà avec Géraud et puis avec Charles, mais cette notion d'être accompagné, cette notion de réseau, vous l'avez un petit peu évoqué avec Réseau Entreprendre, mais Tout à fait. Comment vous le vivez au quotidien, ça? Le réseau, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment crucial, surtout pour la suite. Comme le disait Charles, moi, je faisais pas comme lui, j'écrivais pas ma boîte idéale. Par contre, j'avais un petit toc quand j'étais petit, c'est j'écrivais mon CV pour plus tard. C'est-à-dire, je disais, voilà,
concrètement, donc tu as 16 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans, ou tu te vois à 25, ou tu te vois à 30, à 35 et à 40. Et comme ça me permettait de prendre et d'orienter ces lignes directrices. Donc moi, la première personne qui m'a beaucoup accompagné dans le réseau, c'est Clément Narial de la société CN Industrie, donc qui a été mon parrain au réseau Entreprendre. Et c'est intéressant d'avoir une personne extérieure, qui est ni la famille, ni les amis. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, il y a vraiment deux écoles. Soit vous allez avoir des personnes qui vont avoir une vision aussi de votre société qui n'est pas forcément la réalité, ou sinon des personnes qui peuvent être très inquiets. Par exemple, votre famille peut être inquiet de ce que vous montez. Et il y a toujours ce jugement et cet affect qui biaise un peu les relations. C'est-à-dire que si Charles, avec qui je suis très ami, me demande un point de vue, je ne pourrais pas être très tranché. Parce qu'il y a un affect qui s'est créé. Alors que cette personne qui était extérieure, qui ne connaissait pas forcément le numérique, il n'hésitait pas à me dire, voilà, ça, moi j'aurais fait comme ça. Ça, je te le conseille pas. Et il ne prend pas de décision à notre place, mais il nous fait un effet miroir qui nous permet vraiment d'avoir une réflexion plus objective et prendre un petit peu de recul. Parce que les premières années, on a un peu la tête dans le guidon, et des fois des choses très très grosses que tout le monde a vu arriver, soit personne a osé nous le dire, parce que ça c'est tout le temps, quand ça arrive, on dit je le savais mais je n'osais pas te le dire. Et du coup, ça permet d'avoir un point de vue extérieur. Et après, il y a un deuxième accompagnement au réseau Entreprendre qui est l'accompagnement collectif. C'est-à-dire, on est une douzaine d'entrepreneurs et repreneurs, donc des créateurs et des repreneurs, dans des secteurs complètement différents. Moi, j'avais des personnes qui étaient dans la vente de fruits et légumes, des personnes qui réparaient les radios vintage. Donc, on avait vraiment un petit peu de tout. Et c'est intéressant d'échanger sur ces problématiques et dire voilà, moi je pensais que ça c'est compliqué, mais ouais, lui c'est assez compliqué dans son secteur. Et même si on est des secteurs industrie, service qui est complètement opposé, la réflexion qu'il a eue là-dessus, elle est intéressante et moi je vais pouvoir l'appliquer. Et surtout, par la suite, moi j'ai créé avec mon associé une deuxième société et je pars toujours du principe des gens que je connais, avec qui j'ai une relation. Donc on a monté un projet de mini bouteille de plongée qu'on peut recharger soi-même. Et c'est venu de deux personnes. Il y a notre producteur, Airscape, avec qui on s'associe, qui va nous certifier, qui va nous monter la R&D, qui va travailler, et également l'accompagnement de Charles sur l'e-commerce. Donc c'est toujours réunir deux personnes qu'on peut être seul à réunir et partir de ses compétences, parce que l'entreprise, ça peut s'arrêter, mais le réseau, normalement, reste. Quelles ont été les plus grosses difficultés justement sur ces années? Alors, je pense que la difficulté, il était surtout au niveau du plan de financement initial. C'est-à-dire que quand on commence, on sait qu'on monte un prévisionnel, mais moi j'avais mal anticipé mon BFR. Donc le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement, ce que vous avez besoin pour que votre société fonctionne, même si votre société est rentable. Nous, on travaille dans le B2B. C'est-à-dire que contrairement au B2C où quand on va vendre, on va avoir l'argent quasiment immédiatement sur le compte, le B2B, on a beaucoup d'inertie. Donc nous, on a signé, on a très bien commencé la société, on a commencé à signer quelques contrats, mais avec des délais de paiement qui étaient un peu tard, les salariés qu'on doit payer tous les mois. Donc forcément, ce BFR, c'était quelque chose qui n'était pas compliqué, mais qui était assez stressant au quotidien. Donc moi, ce que je conseille vivement, c'est se mettre des KPI, des tableaux de bord. C'est-à-dire, voilà, la trésor n'est pas quelque chose qui reflète si votre société va bien ou pas. Il vous faut des tableaux de bord. Et aujourd'hui, vous avez plein d'outils sur le marché qui vous permettent d'avoir vraiment des tableaux de bord. Donc nous, aujourd'hui, la société, en temps réel, on sait si on gagne, on perd, on connaît notre taux journalier, on connaît notre taux d'absentéisme. On a vraiment des données qui nous permettent de piloter et pas de piloter à vue. Bien, voilà, on a des chiffres et on se base sur ces chiffres pour itérer. Donc ça, c'est une modification que vous avez apportée dans votre gestion. Tout à fait, qu'on a modifié dans la gestion au cours du temps et qu'on peaufine de plus en plus pour avoir des données qui soient de plus en plus précises et pas se leurrer sur les données. Et les plus belles réussites? Les plus belles réussites, alors il y en a quelques-unes, on est très content honnêtement de nos collaborateurs. On est tous des anciens d'agence et on a des collaborateurs, on est très content comment ils ont évolué, de les avoir fait progresser en interne. Après, les réussites, c'est d'avoir aussi monté crescendo. C'est-à-dire à un moment, comme le disait Charles, si vous me demandez il y a 3-4 ans combien je voulais être, je vous aurais répondu 100 personnes. Aujourd'hui, c'est plus mon objectif. Je veux des personnes de qualité sur des marchés que je connais, que je sais me positionner, où j'ai une valeur ajoutée à apporter aux clients. Donc, deux fois, on a su dire qu'on va freiner un petit peu la croissance pour avoir une croissance qui soit maîtrisée, qui soit correcte et qui nous permette de solidifier et de fortifier cette société pour qu'elle ait plus d'inertie. Ça partait trop vite?
Alors ça partait pas trop vite. Après, comme je le dis souvent, hein, vendre c'est facile, vendre avec de la marge c'est plus compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes donc installé sur le Brézé avec, À la part Dieu. pardon, à la part Dieu, avec, vous êtes, je crois, une vingtaine de collaborateurs. Tout à fait. On est 22 collaborateurs exactement à l'heure actuelle. Et donc avec cet objectif de stabiliser sur certains secteurs plus que d'autres. Alors pas forcément stabilisé en nombre de collaborateurs. On est toujours en quête. Là, on est en train de recruter encore 2 développeurs qu'on recherche, qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est plutôt de prendre des marchés qui nous intéressent et de se permettre de refuser certains marchés. Dire aujourd'hui, voilà, ces marchés-là ne nous intéressent pas, mais ce marché-là, on a de la valeur ajoutée, on veut accompagner les clients et du coup, on va vraiment plutôt chercher des clients auxquels il y a du sens. Historiquement, on a fait beaucoup de sites vitrines. On faisait quelques e-commerce, mais c'était pas notre majorité. Depuis un an et demi, lié au Covid, il y a une inversion. On fait énormément de sites e-commerce dans tout domaine d'activité, des mascottes sur mesure, des lampes personnalisées, des produits mini de France. Donc voilà. Et ça, c'est des projets aussi où on se fait plaisir, qu'on aime faire. On adore les ventes. Voilà, on aime bien les chiffres et du coup, ça fait plaisir aux collaborateurs et ça nous fait plaisir aussi. Alors vous êtes au sein de Réseau Entreprendre, mais pas que. Pas que. On a touché beaucoup de réseaux initialement, comme je le disais, c'était notre premier vecteur de croissance à l'époque. Donc on a fait le réseau Entreprend, on a fait le GCE, on a fait le BNI et on est allé aussi au syndicat de la CPM. Donc ça nous permet voilà, de toucher un petit peu de choses. Moi je suis rentré également aux APM dans cette logique toujours de continuer à se former. Les APM, c'est pour résumer, c'est une journée par mois avec des intervenants de qualité sur des thématiques très diverses, mais qui nous permettent encore intellectuellement de nous challenger et de nous remettre en question. Donc moi le réseau je le conseille parce que ça permet d'avoir un point de vue extérieur et c'est important d'en parler. Beaucoup de créateurs qu'on rencontre ont peur de parler du projet, ont peur qu'on leur pique l'idée. Alors que moi, dès que j'ai une idée, j'en parle énormément pour recevoir beaucoup de feedback et savoir est-ce que, voilà, concrètement, il y a peut-être des choses que j'ai pas anticipées, des choses que j'ai pas vues, mais avec tout ce feedback, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et dire, voilà, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Donc voilà, je parle énormément de projets et je souhaite monter d'autres projets aussi à l'avenir. Alors on évoque souvent cette notion d'associé en disant que c'est presque, je ne vais pas dire pire, mais comme un mariage. Tout à fait. Ce choix que vous avez fait d'intégrer Nicolas au sein de la structure, il est arrivé a posteriori de la Tout à création fait. de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit non mais là je ne veux plus y aller tout seul quoi. Alors, c'est pas une envie de dire j'ai plus envie d'aller tout seul. J'aurais pas à rencontrer Nicolas, j'aurais continué tout seul, mais plutôt de me dire voilà, cette personne a des compétences pluridisciplinaires qui ne sont pas dans mon champ de compétences. Et l'association de nous deux fait qu'on est plus forts tous les deux. C'est ce qu'on dit dans un dialogue. Ça peut jamais être nul, ça peut pas être un avis, c'est souvent trivial, avec une troisième solution qui est plus pertinente que les deux précédentes. Donc ça nous permet de nous challenger mutuellement et moi d'avoir déjà un point de vue extérieur qu'on pourrait pas avoir même avec un collaborateur proche et c'était quelque chose que j'avais envie. Donc voilà, moi l'association j'y crois. À deux, à trois c'est peut-être plus compliqué, ça dépend des secteurs d'activité, mais on est associé sur 3 structures voilà avec Nicolas. Et d'autres en cours? Et pour l'instant pas d'autres en cours, mais on verra par la suite. Alors je crois que nous n'avons pas de questions. Si nous avons une question, nous dit Julie. On vous écoute, Julie. Et alors? Question d'un participant. En tant que commerçant, avez-vous rencontré des difficultés liées à des normes pour ouvrir votre commerce? Donc pour Géraud. C'est pour Ça Géraud. sera pour vous, je pense. Alors des difficultés, oui, parce que si on disait qu'il n'y avait pas de difficultés, ça serait faux. Par rapport aux normes, ouais, il y en a plein. Il y en a plein parce que il y a beaucoup de formations, et c'est là où justement, comme pouvait le dire Charles ou Clément. c'est important d'être entouré pardon, je vais y arriver. C'est important d'être entouré parce que justement toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, il y a des gens qui les ont vécues avant nous et qui vont pouvoir vous aiguiller, vous aider, vous accompagner. Il y a
plein de formations qui sont obligatoires et que moi je ne connaissais absolument pas avant de me dire je vais me lancer. Et justement, si on revient sur la création d'entreprise, par rapport au début où quand je parlais de mon cahier de brouillon où je marquais ouais, je pourrais faire ça, ça ou ça. Quand après on a commencé à structurer le projet par rapport au fait d'avoir trouvé le local et donc on s'est dit on va faire comme ça ou comme ça, et ben il y a des choses que moi j'avais pas prévues au départ, comme passer mon permis d'exploitation en tant que commerçant. Au départ, on n'a pas besoin d'un permis d'exploitation, mais comme il y avait des bars, et ben il me fallait un permis d'exploitation. Et avec le permis d'exploitation, j'étais obligé d'aller passer l'hygiène. Et en fait, il y a plein de choses qui viennent se greffer au début de l'activité et qu'on n'avait pas forcément pardon, prévu. Après, je vois que il y a Une question générale pour vous trois voilà. sur la notion d'emplacement géographique des locaux. Alors, je suppose que vous, c'est forcément plus marquant que pour Charles ou Clément. Euh, alors l'emplacement, c'est quelque chose bon, qui est très important parce que en fonction de là où on décide de s'installer, il y a plusieurs points qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai fait le choix d'être en hypercentre, dans des rues piétonnes, par rapport au taux de fréquentation et par rapport à ce que je proposais, les vins volcaniques, tout le monde n'est peut-être pas forcément sensible, et donc il fallait être à un endroit stratégique où il y a beaucoup de flux pour essayer de toucher un maximum de personnes. Mais en même temps, si j'avais voulu être un caviste comme plein d'autres cavistes, j'aurais pas opté pour le centre-ville, pas forcément. Parce que le fait d'être en centre-ville, ça a des avantages. L'avantage, c'est le flux, c'est la visibilité, c'est de pouvoir voir beaucoup de personnes sur une journée. Et l'inconvénient, c'est que si vous voulez faire un petit peu de volume, eh bien, en centre-ville, c'est plus compliqué parce que ben, les gens, c'est de l'épicerie, hein, donc vous vendez une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Alors que si vous êtes dans une zone, euh, comme il en existe plein, à Rion, à la Pardieu, au Brézé. Là, vous avez des grands parkings. Donc, les gens auraient peut-être plus pris des caisses de vin et donc vous auriez eu peut-être moins de fréquentation, mais plus des achats plus importants. Voilà. Après, c'est vrai que faut bien réfléchir, enfin, je pense, à l'emplacement, pas se dire je serai à côté d'eux. Voilà. Si on se dit j'ai envie d'être sur le kilomètre lancé, et ben faut pas être à côté du kilomètre lancé en se disant bah, il y aura bien des gens qui vont passer par là. Faut être sur le kilomètre lancé, faut pas aller à côté. Et ça c'est important. Voilà. Enfin après je sais pas ce qu'en pense. Charles. Pour rebondir sur ce que dit Géraud, ouais, dans le physique, alors nous on étudie beaucoup le sujet en ce moment, donc c'est marrant, je rebondis sur un sujet lié au physique alors que je suis digital, mais parce que voilà, c'est vraiment un sujet qu'on étudie. L'emplacement, on ne parle que de ça en physique. C'est-à-dire qu'à 5 mètres près, l'emplacement ne peut ne plus être le bon. Là, j'ai eu l'occasion, la semaine dernière, d'étudier les performances de corner en centre commercial. Et vraiment, d'un corner à un autre dans une galerie marchande, le chiffre d'affaires peut être du simple au double. Donc en effet, si l'idée c'est d'être sur le kilomètre lancé, il faut être sur le kilomètre lancé. Et l'emplacement, il faut surtout pas, si vous avez un doute, y aller parce que si l'emplacement a l'air pas mal, ça a l'air sympa. C'est la clé. C'est la clé d'un commerce physique. Un bon emplacement, c'est la clé. Et donc, c'est le truc sur lequel il faut y allouer un maximum de temps, un maximum de ressources, parce que un bon emplacement vous mâchera la moitié du travail. Je rebondis sur la suite, sur l'emplacement géographique. Bon, moi, c'est très simple, hein, vu que pour le moment, je suis une marque digitale chez Auvergnat, donc je n'ai pas pris de risque. Même si j'aime bien me déplacer, je suis resté chez moi. Et pourquoi pas le choix d'une boutique physique par la suite? C'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet d'entrepreneur. Dans le sens où, pour pas vous mentir, nous, ouvrir une boutique à Navelladia, c'est classe. C'est beau à raconter, c'est sympa comme histoire. Regardez, vous pouvez venir dans notre boutique, on est là, on est là, on est là. Mais est-ce vraiment le meilleur choix pour l'entreprise? Et ça, c'est une vraie question hein, que je me pose en plus encore en ce moment. Et déjà, il faut encore une fois toujours raisonner de manière extrêmement pragmatique avec cette notion de chiffre d'affaires, marge et un mot vulgaire, mais bon, entre entrepreneurs, je vais le dire, les emmerdes. Parce que derrière, il faut bien considérer que une boutique physique, c'est beaucoup de travail, c'est pas forcément comme ce que nous on a l'habitude de faire. Donc il faut pas juste qu'on raisonne en termes de marge, genre est-ce que c'est profitable ou est-ce que c'est pas profitable. Il faut aussi savoir ce qu'on veut sur notre projet de vie parce que ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. Et pour finir, euh,
le péché d'arrogance, dans le sens où ça fait beau, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur choix à faire? Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça m'arrive souvent. Ceux qui me connaissent, ça me l'avait pas fait aujourd'hui encore. C'est incroyable. Ça, c'est une réflexion que vous menez Voilà, parce que c'est une réflexion qu'on mène. la et palette des C'est bon, produits en en fait. Aveladia peut s'y prêter. Peut s'y prêter. oui, Mais est-ce que ça fait sens? Il faut faire attention. On a vu beaucoup d'entrepreneurs, par péché d'arrogance, donc ça y est, c'est revenu, faire l'erreur d'aller quelque part parce que c'est beau, en fait, parce que ça donne envie de faire ça. Mais ce n'était pas leur compétence initiale. Et personnellement, je suis compétent dans le web, mais je suis incompétent dans le domaine du physique. Et je pense que la première compétence, c'est d'être capable de reconnaître son incompétence, pour citer Étienne Klein. Et à partir de là, ça amène à se poser beaucoup de questions parce que euh, je ne sais pas faire. Donc je vais m'entourer et je vais étudier le sujet en profondeur. Je vais voir s'il y a des solutions peut-être moins belles, être chez des revendeurs, ce qu'on a pris comme option. Mais c'est très important vraiment de ne pas se lancer n'importe où, n'importe comment, parce que ça fait beau. Il faut réfléchir, réfléchir et réfléchir à 5 fois avant d'y aller. Clément, cette installation géographique. Alors moi, il y avait plusieurs raisons. Déjà, historiquement, on était déjà à la Part-Dieu. Donc ça, c'était important pour nous d'y rester. Après, moi, c'était pas mon premier choix. La Part-Dieu, très honnêtement, j'avais plutôt dans le projet d'entreprise de construire que de racheter un bâtiment. Donc je souhaitais m'installer plutôt dans une zone type Cournon. Mais encore une fois, faut pas oublier, c'est quoi notre valeur ajoutée dans la société? C'est d'avoir des collaborateurs qui sont impliqués, avec qui ça se passe bien et qui ont des compétences. Et nous, par rapport aux collaborateurs, on a plusieurs modes de transport et on a plusieurs personnes qui ne sont pas véhiculées, qui viennent en tram, qui ont déménagé par rapport à la structure, donc qui préféraient venir en vélo. Donc, notre choix, c'est retourner vers la Part-Dieu. Et après, c'est aussi une opportunité qu'on a eue. C'est-à-dire que nous, malgré tout, on a besoin de place de parking, on a besoin de pouvoir recevoir des clients sans que ça soit complexe, c'est-à-dire de ne pas avoir les désavantages qu'on pourrait avoir en centre-ville. Et c'est Philippe Nérial, l'ancien gérant de Nérial Informatique, qui m'a appelé pour me proposer voilà, les bureaux qu'il avait, parce qu'il savait que j'étais en charge depuis quelques temps, et du coup, on a permis de racheter ces bureaux, et on l'en remercie parce que voilà, il nous a vraiment accompagnés dans cette démarche qui était nouvelle pour nous. Encore une fois, on a appris sur le tas, mais ça s'est très bien passé. En plus, pendant 1, 2, 3 confinements, donc Tout il à y a fait. eu quelques aléas Les aussi. rendez-vous avec le notaire en visio, ça change un petit peu, mais non, ça s'est très très bien passé. Julie, avons-nous d'autres questions? Nous avons une autre question qui va basculer. Je vous remercie de votre Alors, implication à tous. J'apporte une réponse déjà. Est-ce que c'est plus simple dans les démarches de se lancer en ligne plutôt que de façon traditionnelle avec une boutique physique? Alors, moi je vais nuancer mes propos, ça dépend vraiment du produit, ça dépend de beaucoup de choses. Ce qui est intéressant avec le web, c'est que, comme le disait Charles tout à l'heure, ça coûte pas cher pour se lancer. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend des bijoux où je veux vendre, je dis bêtises, des masques ou des téléphones portables, j'achète mon stock, je peux créer une boutique à peu près moi-même et je peux commencer à tester le marché. Par contre, contrairement à une boutique physique où il y a quand même des droits d'entrée et des coûts plus élevés, la boutique, si l'emplacement est stratégique, on arrive à avoir du flux. Un site internet, le créer, ne suffit pas pour avoir de la vente. Donc là, je vais laisser Charles continuer là-dessus. Excellente réponse. Je suis tout à fait d'accord. Surtout, en fait, il faut faire très attention. C'est une très bonne question parce que c'est traître. C'est extrêmement traître. Le fait que ça coûte pas cher de se lancer en ligne, finalement, avoir un site et un petit bout de stock et un petit truc, c'est très limité en termes de risque et de coût. Bien sûr. Donc beaucoup de personnes vont prendre cette option, vont préférer cette option. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vendre en ligne aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour, on va dire, être complémentaire à une boutique et donc emmener une clientèle existante et emmener son propre flux de clientèle sur sa boutique, c'est très bien. Par contre, se lancer avec le choix de se dire je suis 100% Internet, il faut bien considérer que la probabilité d'y arriver, elle est de 1%, quoi. Parce que derrière, sur Internet, contrairement à l'emplacement, un emplacement, si vous avez un bon emplacement, vous avez un bon emplacement. Il y a des gens qui passent devant chez vous. Et comme le disait Clément à l'instant, sur Internet, il faut créer du flux. Et pour créer du flux, il n'y a pas 35 solutions. Il faut faire de la publicité. Et la publicité en ligne, aujourd'hui, elle est très uniformisée et elle fonctionne d'une manière assez standard. C'est des enchères.
C'est qui est le plus offrant sur l'affichage publicitaire. Combien est-ce que vous allez payer 1000 affichages publicitaires sur Instagram, sur Facebook, sur Google? Combien est-ce que vous payez vos 1000 affichages? Et celui qui gagne l'enchère, enfin, c'est celui qui paye le plus, automatiquement. Mais étant donné que c'est celui qui paye le plus, les coûts ont tendance à augmenter de manière très forte. Et seuls ceux qui sont capables d'avoir une grande marge sur leurs produits arrivent à survivre en fait, parce que la guerre des enchères est tellement forte, le coût publicitaire est tellement fort. Pour vous dire, nous, sur notre chiffre d'affaires, le coût de la publicité monte vite entre 30 et 35% du chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Alors oui, c'est variable, donc forcément ça paraît moins risqué, ça paraît moins compliqué. Mais en réalité, c'est souvent beaucoup plus technique que d'avoir un coût fixe lié à une boutique physique. Et donc, il faut faire très attention à ça. C'est traître et je recommande en tous les cas pour quelqu'un qui n'a pas de compétences dans le digital, qui ne vient pas de cet univers, de se lancer sur le physique avant de se lancer sur le digital pour vraiment apprendre à faire fonctionner son produit et s'assurer d'avoir le bon produit. Surtout que ça nécessite une notion de récurrence, cette lisibilité. C'est pas one shot, Ah, bien je le sûr. fais une fois et puis... On parle de lifetime value. C'est le terme un peu technique, c'est que la valeur d'une boutique en ligne ne réside que dans sa capacité à créer du returning, à créer de la rétention sur sa clientèle. Parce que les coûts d'acquisition à cause des enchères, le coût pour acquérir un nouveau client est tellement élevé. Nous, pour vous dire, la majorité des nouveaux clients qu'on acquiert, c'est à perte, on perd de l'argent. Et ce qui fait qu'on gagne de l'argent, c'est parce que nos clientes, eh ben, elles s'accrochent à la marque, on échange avec ces clientes, ce dont on parlait tout à l'heure, et ça nous permet de les faire revenir régulièrement et de créer cette lifetime value. Et c'est là qu'on va commencer à gagner de l'argent. Et c'est la complexité du digital, c'est que acquérir des clients, ça coûte très cher. Tu veux rajouter? Non, après c'était par rapport à la concurrence aussi. C'est que quand vous créez une boutique physique dans une rue, vous vous battez avec les commerçants de la rue ou de la ville. Aujourd'hui, c'est tellement facile de créer une boutique en ligne, techniquement je parle bien, qu'il y a énormément de concurrence. Et de la concurrence qui peut venir de l'étranger, de la concurrence d'autres régions. Donc ça peut être intéressant pour faire un side project, pour commencer à regarder. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier le bon sens. Par exemple, je dis une bêtise, j'avais une amie hier qui m'appelait, qui a créé sa marque de chouchou en ligne, de chouchou pour les cheveux. Et elle me disait, bah, j'ai créé une boutique. Je lui dis, mais est-ce que tu as testé ton produit? Et elle me dit, mais comment je pourrais le tester? Je lui dis, bah, fais quelque chose tout bête. Prends un emplacement sur un marché, essaye de les vendre. Regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Commence pas à investir sur une collection qui est très très étoffée, mais moi j'aime bien le dire, mais prends la loi de Pareto, prends les 20 qui vont te faire 80% des ventes. Et ça dans tout marché. Et du coup, faut pas se croire plus royaliste que le roi, il faut faire des choses simples avec du bon sens. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a de l'argent à investir dans le stock qu'il faut acheter du stock à tout va. Il faut analyser les ventes, voir ce qu'on peut en prendre le minimum de stock sur les choses qu'on est sûr que ça se vende, et après étoffer par la suite. Mais vraiment du bon sens. Est-ce qu'il y a, Julie, une dernière question? Et le bon sens implique une chose, c'est qu'il y a deux choses fondamentales. Si vous êtes amené à vendre un produit, c'est votre produit. Donc, comme le dit Clément très justement, c'est d'être capable de tester rapidement le produit, de le modifier, de le retester, C'est fondamental parce que si le produit n'est pas bon, eh ben, ça se passera pas bien derrière, ça sera compliqué. Et le canal de distribution, en l'occurrence une boutique physique, un site web ou quoi que ce soit. C'est fondamental de se dire, mon canal de distribution, je suis armé pour y aller et que ça fasse le job, quoi. Que pensez-vous du fait de compléter un commerce? Eh ben, c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, le commerce physique et la vente en ligne, c'est deux métiers fondamentalement différents. C'est pour ça que je répondais énormément prudemment sur le fait de choisir de faire une boutique physique. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire un site commerçant, c'est très bien pour compléter dans le sens où votre flux, vous l'emmenez par votre clientèle déjà existante. Et donc, en l'occurrence, c'est bien pour rentrer dans une notion d'upsell par rapport à vos clients et pour créer encore de la rétention auprès de votre clientèle. Et donc, ça fonctionne très bien et beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile que de commencer de zéro et d'être 100% digital. Donc, ça, pour le coup, en effet,
Moi personnellement, je recommanderais même à tout commerçant physique de le faire finalement, dès lors que c'est pas trop compliqué d'expédier les produits, parce qu'il y a quand même des notions de logistique, tout ça qui arrive derrière, qu'il faut quand même penser. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est un bon choix. Bah, pour rebondir sur ce que disait Charles, moi je vois ça par rapport à un commerce physique dans une logique servicielle. C'est-à-dire, nous on a accompagné plein de commerçants qui ont créé des sites e-commerce par rapport à une boutique physique. Comme ça, on peut réimporter la base de données, on peut dialoguer avec eux et créer cet échange même quand ils ne sont pas dans la boutique. Et surtout, comme il disait, donc l'upsell, c'est faire de la vente complémentaire. C'est-à-dire, nous, par exemple, on accompagne une boutique sur Clermont, à la Garçonnière. Eux, ils ont énormément de produits. Et puis, ça permet d'avoir déjà une visualisation de ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens les réservent et les récupèrent en boutique. Ou les gens ont déménagé, mais apprécié cette démarche, apprécié le concept. Et du coup, ils vont se faire livrer chez eux. Donc, pouvoir exploiter et partir avec une première base client, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça fait sens. Parce qu'on va travailler de la data. Et cette data, on va la transformer en valeur. Mais la création de data, comme le disait Charles, ben, lui, sur les nouveaux clients, il est quasiment à perte pour les payer parce que c'est la data qui a plus de valeur que simplement le chiffre d'affaires que ça a mené derrière. Ça génère. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y en a plus, nous dit Julie. Bien. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir sollicité pour partager cette expérience. On aurait pu continuer longtemps. On avait dit success story, mais dans le success, il y a aussi tout ce parcours qui a été là. Merci d'avoir eu l'honnêteté et l'envie de le faire partager à nos auditeurs. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours d'entrepreneur, que ce soit de la création, de la reprise ou de la remise en cause aussi, et de se dire que c'est peut-être pas le moment. Et que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous pourrez replancher dessus. Notre chambre de commerce est à votre service, vous le savez. Nos collaborateurs vous accompagnent. Les formations ont pu être remises en place, ce qui n'a peut-être pas été le cas lorsque vous étiez justement sur ces périodes de confinement. Aujourd'hui, le 5 jours pour entreprendre ou la demi-journée de formation ont pu redémarrer. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone ou sur notre site internet. Et nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, bien évidemment aussi. Merci à vous.